Bonjour, bienvenue pour cette première conf de cardiologie D3 pour la conf Raphaël. Je suis le docteur Laurent Sabat, praticien hospitalier en cardiologie adulte à Paris, à l'hôpital Necker. Pour cette première conf de D3, on va avoir des dossiers longs, avec environ 8 questions, comme pour l'internat, l'examen national classant. On va commencer avec le premier dossier pour cette première conférence de cardiologie D3, un dossier long qui va traiter de troubles du rythme cardiaque. L'énoncé, un homme de 25 ans consulte pour palpitation à début et fin brusque. Il est actuellement assez gêné par ces épisodes qui se répètent. On n'entend pas d'antécédents particuliers à l'interrogatoire. L'examen clinique du patient trouve des bruits du cœur irréguliers, sans souffle. La pression artérielle est normale. Vous réalisez l'électrocardiogramme suivant. Première question, interprétez son électro et donnez le diagnostic ECG. Alors, est-ce que je reviens sur l'électro, peut-être? Parce que je l'ai pas mis. Oui, alors par contre, du coup, on va refaire le passage. D'accord. On revient juste à celle d'après. Et on refait le passage. Alors, première question, interprétez son électrocardiogramme, quel est le diagnostic ECG? Alors, il s'agit d'un électrocardiogramme de repos, 12 dérivations. Pour l'interprétation de l'électro, il faut toujours aller du début à la fin. Donc on commence par dire si le rythme est sinusal ou non, régulier ou non, en essayant de donner si possible la fréquence cardiaque. C'est normalement possible seulement en cas de rythme régulier. On va ensuite regarder l'axe des QRS, l'axe du cœur. En cas de rythme sinusal, il faudra dire si les ondes P sont normales, si l'espace PR est normal. Ensuite, on regardera s'il y a des anomalies des QRS. Et enfin, des anomalies de la repolarisation. Pour cet électrocardiogramme, il apparaît que le rythme est non sinusal et irrégulier. On ne voit pas d'ondes P. Elles sont remplacées, comme on peut le voir ici, sur le tracé long, par une trémulation de la ligne isoélectrique. Il s'agit donc a priori d'une fibrillation auriculaire. Dans ce contexte, on ne peut pas interpréter les ondes P ni l'espace PR évidemment. L'axe du cœur est légèrement dévié à gauche, puisque les QRS sont positifs en D1 et négatifs en AVF. Donc une déviation axiale gauche. On va regarder par la suite s'il y a un bloc de branche gauche ou une hypertrophie ventriculaire gauche qui pourrait l'expliquer. Les QRS apparaissent fins, donc il n'y a pas de bloc de branche, en particulier gauche. Il n'y a pas d'anomalie de la repolarisation, en dehors d'ondes un petit peu plates diffuses, complètement aspécifiques. Enfin, il n'y a pas d'HVG, l'indice de Sokolov, S en V1, R en V5 est normal. Donc l'électro est un électrode de fibrillation auriculaire, qui est relativement rapide puisqu'on a une fréquence aux alentours de 90-100 par minute, avec un hémibloc antérieur gauche. Donc on retrouve ici tous les mots-clés pour l'interprétation de cet électro. Le premier, bien dire que l'électro est non sinusal et irrégulier et rapide, avec une fréquence de l'entour de 100. La déviation axiale gauche sans HVG et sans BBG signe l'hémibloc antérieur gauche. Enfin, bien insister sur le caractère fin des QRS, c'est un trouble du rythme auriculaire, et comme il n'y a pas d'ondes P qu'elles sont remplacées par une trémulation de la ligne isoélectrique, il s'agit donc d'une fibrillation auriculaire. On peut aussi parler de fibrillation atriale, FA, rapide. Deuxième question, quels critères doivent, en général, pas uniquement chez ce patient, faire discuter la mise en route d'un traitement anticoagulant au long cours? Alors pour répondre à cette question, il y a 3 types de critères. Les critères les plus importants sont les critères SHADS-2, qu'on appelle des facteurs de risque embolique modérés. J'insiste bien sur modérés, puisqu'on va ensuite parler des facteurs de risque mineurs, qui en général n'impliquent pas la mise en route d'un anticoagulant, et des facteurs de risque majeurs qui, eux, par contre, nécessitent systématiquement la mise en route d'un traitement anticoagulant. Donc les facteurs de risque modérés, ce qu'il faut rechercher systématiquement, donc les initiales de SHADS-2, le C c'est pour cardiaque failure, insuffisance cardiaque, chez ce patient on n'a aucun antécédent d'insuffisance cardiaque, le H pour hypertension artérielle, quelle qu'elle soit, traitée ou non, qui vaudra également 1 point dans le calcul du score SHADS-2, le troisième, le A c'est pour l'âge, supérieur à 75 ans, également 1 point dans le calcul du score, le critère, l'avant-dernier critère c'est le diabète, insulino ou non insulino dépendant, qui vaudra également 1 point dans le calcul du score, et le critère le plus important, celui qui vaut 2 points, c'est le S, c'est pour stroke. Stroke, c'est accident vasculaire cérébral, ça peut être également AIT, en général ischémique, embolique à point de départ cardiaque. Le dernier critère qu'on retrouve ici, la fraction d'éjection basse, est corrélée à l'insuffisance cardiaque en général. Donc on calcule le score SHADS chez un patient. Si on a un score SHADS inférieur ou égal à 2, enfin inférieur à 2, il faudra probablement discuter soit un traitement antiagrégant, soit un traitement AVK. Si le score de SHADS est égal à 2 ou supérieur à 2, c'est AVK systématiquement. Pour un score SHADS de 1 ou de 0, on peut discuter de ne mettre en route aucun traitement antiagrégant ou anticoagulant. Donc voilà pour les facteurs de risque modérés.
il y a deux autres types de facteurs de risque. Les facteurs de risque emboliques majeurs. Le premier, le plus simple, c'est la FA dite valvulaire. En général, pour qu'une FA soit valvulaire, il faut qu'elle ait donc un point de départ de maladie mitrale. Il y a deux types de maladies mitrales, le rétrécissement mitral, qui n'est plus à connaître pour l'internat, ou l'insuffisance mitrale. En général, ces valvulopathies s'accompagnent d'une dilatation de l'OG qui génère une arythmie auriculaire. Le deuxième facteur de risque embolique majeur, c'est comme dans le score SHATS 2 qu'il fallait 2 points, le S de stroke, donc les antécédents d'AVC ou d'AIT. Et enfin, le dernier critère, la présence d'une prothèse valvulaire cardiaque, biologique ou mécanique. Donc si on a une FA chez un patient présentant un de ces trois facteurs de risque, AVK sans discuter. Enfin, les facteurs de risque mineurs, ceux qui en général n'emmènent pas la mise en route d'un traitement anticoagulant. Donc d'abord les cardiopathies avec FEVG conservées, celles qui sont en insuffisance cardiaque rentrent dans les facteurs de risque modérés. Les FA secondaires à une anomalie extracardiaque, en particulier l'hyperthyroïdie, la prise d'alcool, l'infection, etc., etc. On en reparlera tout à l'heure. Je vous rappelle juste en 3 lignes les recommandations les plus récentes sur la prise en charge de l'AFA en ce qui concerne le traitement anticoagulant. En l'absence de facteurs de risque, donc facteurs de risque mineurs ou modérés, antiagrégants, voire rien du tout. En présence d'un seul facteur de risque modéré, donc un score de SHATS à 1, on discute au cas par cas les antiagrégants plaquettaires ou les AVK. Par contre, en cas de score de SHATS supérieur à 1 ou de facteur de risque majeur, AVK systématique pour tous les patients. Troisième question, l'épisode d'arythmie s'arrête spontanément, comme d'habitude, chez un patient jeune. Quelles causes extracardiaques classiques peuvent générer ce genre d'arythmie et il faudra donc les rechercher chez ce patient. Alors, les causes extracardiaques de fibrillation auriculaire, qui correspondent en général à des facteurs de risque embolique mineurs. En premier, l'hyperthyroïdie. Dès qu'on demande un bilan biologique pour un patient FA aux urgences ou même en dehors de l'urgence, il faut rechercher une anomalie du fonctionnement de la thyroïde, en particulier une hyperthyroïdie. Donc on commence par dosage de la TSH et en cas d'anomalie, T3, T4 et éventuellement bilan étiologique de l'hyperthyroïdie. L'hypokaliémie est le deuxième facteur métabolique le plus fréquemment générateur de FA. Il suffit d'une kaliémie à la limite inférieure de la normale, légèrement abaissée, pour pouvoir générer des arythmies auriculaires mais également possiblement ventriculaires. Troisième facteur important, l'hypocalcémie, qui peut également générer des troubles de la conduction. En dehors des troubles métaboliques purs, tous les facteurs générant une hypovolémie, alors il peut s'agir d'une fièvre, d'une infection en particulier pulmonaire ou péricardiaque, d'une anémie, d'une déshydratation, etc., etc. Dès que le volume sanguin circulant est plus bas, dès qu'on a une fièvre, on peut avoir un épisode d'arythmie transitoire. En général, dans ce cas-là, il ne faut pas se battre pour réduire l'arythmie, il faut d'abord traiter le facteur favorisant. Dernière cause à connaître, les tumeurs. La tumeur en elle-même peut générer de l'arythmie, mais il peut également s'agir d'une arythmie secondaire à une embolie pulmonaire qui peut être elle-même secondaire à la tumeur. Donc toujours à rechercher, surtout en cas d'altération de l'état général. Les causes pleuropulmonaires pour terminer, donc vraiment les anomalies péricardiaques qui peuvent générer de l'arythmie, donc les infections et les tumeurs, on en a déjà parlé. Également les épanchements péricardiques, les épanchements pleuraux peuvent également générer de l'arythmie par contact. Toutes ces causes seront à rechercher systématiquement en cas de normalité du bilan cardiologique initial. Quatrième question, le patient présente quelques jours plus tard une récidive d'arythmie avec sensation transitoire de déficit brachial et difficulté à parler. Quelle sera alors votre prise en charge médicale hors bilan initial? Ici, le patient présente une arythmie compliquée d'un déficit neurologique, un problème d'accident ischémique transitoire. Donc là, il faut bien sûr hospitaliser le patient en urgence, soit en unité de soins intensifs cardiologie, soit en salle. Il va falloir le mettre en condition avec un scope. Il va falloir bien s'assurer qu'il n'y a pas d'anomalie neurologique sous-jacente. Donc il va falloir faire un bilan neurologique et un bilan cardiologique, comme on va le parler après, comme on va le dire après, et initialement on va commencer le traitement avant de faire ce bilan. Donc le patient est hospitalisé, repos au lit évidemment initial. La réponse en deux parties, le traitement de l'arythmie et le traitement de l'AIT. En ce qui concerne le traitement de l'arythmie, il va falloir rechercher et corriger tous les facteurs favorisants, comme on l'a vu à la question d'avant. Si l'arythmie est rapide, il va falloir ralentir la fréquence cardiaque. On utilisera pour cela soit un digitalique, soit un bêta-bloquant. Le digitalique habituellement utilisé, c'est la digoxine. Elle peut s'utiliser péros ou en intraveineux. On la réserve vraiment aux arythmies très rapides et en général lorsqu'on ne peut pas prescrire de bêta-bloquant. Il faut toujours rechercher des contre-indications à la prescription digitalique. La première, cardiopathie ischémique sévère. La deuxième, trouble du rythme ventriculaire. Et ensuite des anomalies cardiaques, cardiopathie hypertrophique, voies accessoires, etc., etc. La seule chose à ne pas oublier, c'est qu'en cas de prescription digitalique, il faudra les arrêter au moins 48 heures avant toute tentative de réduction de l'arythmie.
Donc, si on décide par exemple de réduire l'arythmie de ce patient le lendemain, il ne faudra pas utiliser de digitaline, plutôt un bêta-bloquant si on veut ralentir l'arythmie. La cordárone est le médicament qui va nous permettre d'imprégner le patient en antiarythmie, de favoriser la réduction de son arythmie, et c'est le meilleur traitement de fond qui va éviter les récidives d'arythmie. On peut le commencer dès le début de ce dossier, en imprégnation, il ne s'agit pas d'une dose de charge, un comprimé par jour, ce qui va permettre d'imprégner les cellules cardiaques et de favoriser l'efficacité d'une réduction. La partie la plus importante du traitement, évidemment, c'est l'anticoagulation efficace. Donc ça, c'est un mot-clé qui peut valoir un 0 s'il n'est pas mis. L'AMM est pour l'héparine non fractionnée, donc à la seringue électrique. L'objectif thérapeutique, c'est un TCA entre 2 et 3, ou une héparinémie entre 0,3 et 0,6 unités par millilitre. En cas de contre-indication à l'héparine, on utilisera d'autres molécules, en particulier l'orgaron. Les HVPM sont tolérés, bien que n'ayant pas d'AMM. Dans ce traitement anticoagulant efficace, on peut débuter dès le début du dossier, après avoir éliminé un AVC hémorragique évidemment, un traitement par antivitamine K, EROS. Le but sera un INR entre 2 et 3. On pense à l'organisation de la réduction de l'arythmie, dont on va reparler ultérieurement. Question 5. Quel examen non biologique prescrire à ce patient? Il s'agit, comme on l'a vu, d'un AIT à point de départ cardiaque embolique sur une arythmie auriculaire. Il va donc falloir faire le bilan de la cardiopathie sous-jacente et le bilan neurologique. Première partie de la réponse, le bilan de la cardiopathie. Les examens simples, à déjà oublié, la radio de thorax, est-ce qu'il y a une infection cardiaque, est-ce qu'il y a une infection péricardiaque, est-ce qu'il y a une tumeur péricardiaque, un épanchement pleural, etc., etc. Le deuxième examen, également très important, 0,6 pas mis, l'écho cardiaque transthoracique. Elle va permettre de faire le point sur la valvulopathie sous-jacente, valvulaire, anomalie cardiaque extravalvulaire, cardiopathie dilatée, cardiopathie hypertrophique. On va mesurer la taille de l'oreillette gauche. En cas d'oreillette gauche très dilatée, il y aura plus probablement des récidives d'arythmie, on va discuter du traitement de fonction. Il faut systématiquement, en cas d'accident neurologique, prescrire une échocardiographie transœsophagienne. Ici, on suspecte un AIT de point de départ cardiaque sur l'arythmie, il faut rechercher le thrombus intracardiaque, il faut obligatoirement faire une écho cardiaque transœsophagienne, en dehors des contre-indications classiques, tumeur de l'œsophage, chirurgie de l'œsophage, etc., etc. L'écho cardiaque transœsophagienne en cas d'AIT a plusieurs intérêts. Le premier, rechercher un thrombus intracardiaque, donc les cavités qu'on ne peut pas voir en échotransto, l'auricule gauche, la racine de l'aorte, et également mieux voir s'il y a un thrombus dans l'oreillette gauche. On va également rechercher, en cas d'absence de thrombus, la présence d'un anévrisme du septum interauriculaire et éventuellement d'un foramen ovale perméable qui pourrait expliquer dans certains cas des AIT. Dernier bilan pour la cardiopathie, le Holter-ECG, qu'on peut proposer soit avant la réduction pour voir si l'arythmie est permanente, sa fréquence, si elle alterne avec des troubles de la conduction, ou après la réduction pour voir si on maintient un bon rythme simultané. Deuxième partie du bilan après le bilan cardiologique, le bilan de l'AIT, donc les recommandations récentes pour le bilan de l'AIT, les examens d'imagerie, en premier l'IRM de diffusion qui permet de faire le bilan le plus rapide des lésions neurologiques. Malheureusement cet examen n'est pas toujours disponible, on se rabat en deuxième intention sur un scanner cérébral sans injection qui permettra d'éliminer une tumeur a priori, une infection cérébrale ou un saignement qui pourrait contre-indiquer un traitement anticoagulant. Dernier examen toujours recommandé, même si on suspecte comme ici une cause embolique à point de départ cardiaque à cette AIT, le Doppler des troncs supra-aortiques et transcrânien. Question suivante, comment envisager la réduction de cette arythmie chez ce patient? Avant de commencer la réponse, il s'agit d'un patient ayant eu un AIT. La seule chose à retenir, la plus importante, c'est qu'en cas d'AIT, on ne peut pas envisager une réduction de l'arythmie sans avoir fait une ETO préalable. Le TO a déjà été prescrite sur la question précédente, on la remet ici de toute façon. Il y a différentes façons d'envisager une réduction. La première par choc électrique externe, là ça nécessite une anesthésie générale, donc on va voir un petit peu après comment l'organiser. La deuxième est la réduction médicamenteuse, en particulier avec une molécule, l'amiodarone ou la cordárone. Donc pour répondre plus précisément à la question, le patient sera forcément hospitalisé. Donc le premier type de réduction, le choc électrique externe, CEE, donc, qui implique une anesthésie générale. Comme ici il s'agit d'un choc non urgent, l'anesthésie générale doit donc être programmée. Le patient doit être vu en consultation d'anesthésie 24 à 48 heures avant la réduction de l'arythmie. Pour favoriser la réduction de l'arythmie, on a vu lors des questions précédentes qu'il fallait imprégner le patient en antiarythmique, en cordárone. Donc on garde toujours une dose de cordárone d'un comprimé par jour, même au moment du choc électrique externe. Il faut bien sûr éliminer tous les facteurs qui pourraient faire que la réduction ne marche pas, hyperthyroïdie, hypokaliémie, etc., etc. J'insiste à nouveau sur la nécessité d'arrêter la digoxine au moins 24 à 48 heures avant toute réduction de l'arythmie, la calémie normale on vient de le voir, et la consultation d'anesthésie également.
Je reviens sur l'échographie transœsophagienne indispensable. Un patient qui a fait un AIT doit avoir une ETO avant toute réduction d'arythmie. En cas de thrombus intracardiaque, ce qui est quand même assez possible chez ce genre de patient dans ce contexte clinique, la réduction n'est pas possible tant que le thrombus persiste. Donc il faudra refaire une ETO après 3 semaines de traitement anticoagulant dose efficace par AVK. Deuxième possibilité de réduction, pharmacologique. Donc toujours après avoir arrêté la digoxine, toujours dans un contexte de thyroïdie, de kaliémie normale. Ici, la consultation d'anesthésie n'est pas obligatoire puisque la réduction pharmacologique se fait sans anesthésie générale. La molécule qu'on emploie le plus souvent est la cordarone en dose de charge. La dose de charge peut se donner péros, 30 mg par kilo. Ensuite, on diminue la dose en fonction de la durée du traitement. Elle peut également se faire en intraveineux sur une voie de Bronquet. Question suivante. En cas d'échec, récidive fréquente d'arythmie auriculaire du traitement médical, que pouvez-vous discuter chez ce patient? Il s'agit donc d'un patient jeune ayant un cœur normal, ayant eu une arythmie qui est mal tolérée cliniquement et qui s'est déjà compliquée d'un AIT. S'il n'y a pas d'anomalie à type de thrombus intracardiaque, s'il n'y a pas de cardiopathie sous-jacente, on peut discuter une ablation par radiofréquence. Ce traitement est actuellement recommandé dans le traitement de la fibrillation auriculaire, on va dire en cas d'échec du traitement médical, surtout en cas de cœur sain. Donc chez ce patient, c'est vraiment à proposer, sachant que en cas de facteur de risque embolique, ce traitement ne permettra pas de ne pas prescrire d'anticoagulants au long cours. Ça sera simplement un traitement de prévention des récidives d'arythmie. Par contre, après l'AIT, il faudra quand même qu'il garde son traitement anticoagulant. La radiofréquence, deux types de possibilités. L'ablation, la première, c'est par radiofréquence et des ultrasons qu'on envoie directement sur la zone générant l'arythmie, qui en général se trouve entre les veines pulmonaires, qu'il faudra opérer au préalable. Deuxième type d'ablation, la cryoablation, un contact direct sur la zone d'arythmie par un stylo classé qui permet également d'éviter les récidives de ce genre d'arythmie. Question suivante, des années plus tard, alors qu'il ne suit plus aucun traitement, il ressent de nouveau des palpitations. Interpréter son électrocardiogramme percritique. Il s'agit à nouveau d'une arythmie, en tout cas d'une tachycardie, avec une fréquence de 150 par minute. 150 par minute chez un patient qui n'est pas en train de faire un test d'effort, qui n'a pas une infection en cours ou qui n'a pas de voie accessoire connue, c'est probablement une arythmie supraventriculaire régulière. Donc tachycardie à 150 par minute, non sinusale, les ondes P ne sont pas visibles, et lorsqu'on regarde en D2, en D3, en AVF et surtout sur le tracé long, on se rend compte qu'il existe des ondes F en toit d'usine de flotteurs dont la fréquence est de 300 par minute. On a donc des ondes F à 300 par minute, surtout visibles dans les dérivations inférieures, sans retour à la ligne isoélectrique et une cadence ventriculaire en réponse à 150 par minute. On peut parler de flotteurs en 2 pour 1, 2 ondes F pour un complexe QRS. L'axe cardiaque ici est normal, il n'y a pas d'hypertrophie ventriculaire gauche franche, il n'y a pas d'anomalie franche de la repolarisation. Enfin, les QRS sont toujours fins, il s'agit bien d'une anomalie supraventriculaire. Il s'agit donc chez ce patient le plus probablement d'un flotteur auriculaire en 2 sur 1. On retrouve les mots-clés pour la réponse à l'interprétation de cet électro. Tachycardie régulière à 150 par minute, AQRS fin, signant l'origine auriculaire. Les ondes P sont remplacées par des ondes F de flotteurs en toit d'usine. Elles sont surtout visibles en D2, D3, AVF, sans retour à la ligne isoélectrique. Ça, c'est un critère qui est peut-être moins important. Flotteur 2 sur 1, flotteur commun. Quelle aurait été votre prise en charge médicamenteuse en cas d'hyperthyroïdie responsable de l'arythmie de la question 1? En cas d'anomalie extracardiaque générant l'arythmie, la prise en charge est légèrement différente. Il faut bien comprendre qu'on ne peut pas tenter de réduire une arythmie tant qu'une anomalie extracardiaque la génère. En cas d'hyperthyroïdie, il faudra avant tout traiter l'hyperthyroïdie. Donc pour traiter l'hyperthyroïdie, la mise en route d'un traitement antithyroïdien de synthèse à dose adaptée sous surveillance spécialisée. Par contre, tant que le patient est en hyperthyroïdie, il risque de rester en arythmie. Là par contre, il faut toujours un traitement anticoagulant à dose efficace, quel que soit le bilan thyroïdien, et un traitement qui va permettre de ralentir l'arythmie et de diminuer les symptômes de l'hyperthyroïdie. On utilisera en première intention un bêta-bloquant, quel qu'il soit. Le traitement anticoagulant de dose efficace est par AVK avec un INR voulu entre 2 et 3. Une fois que le thyroïdie est obtenu, cliniquement et biologiquement, si l'arythmie persiste, normalement elle s'arrêtera d'elle-même, on pourra discuter d'une réduction de l'arythmie, comme on l'a vu tout à l'heure, anesthésie générale, choc électrique ou dose de charge de cordarone. Tant que le patient est en hyperthyroïdie, même si cette hyperthyroïdie n'est pas secondaire à la cordarone, il faudra éviter d'utiliser cette molécule qui peut donner des anomalies thyroïdiennes. Conclusion de ce dossier, on peut voir que chez un patient
on peut avoir une arythmie auriculaire sur un cœur sain. Plus le patient est jeune, plus le score de Schatz est bas, et plus il est un bon candidat à l'ablation par radiofréquence ou par cryoablation de son arythmie. Il faut toujours en première intention proposer un traitement médicamenteux. On a vu ici les diverses possibilités. Un patient ayant été traité radicalement pour une fibrillation ou pour un flotteur peut récidiver d'une arythmie différente. Un patient ayant été ablaté d'une EFA peut faire du flotteur, un patient ablaté d'un flotteur peut faire une EFA. De toute façon, il faudra à chaque fois donner le même traitement puisque ces deux arythmies ont le même pronostic, anticoagulant, ralentisseur si c'est très rapide et mal toléré, et tentative de réduction ou d'ablation. Le plus important dans ce dossier, c'est de bien connaître les facteurs de risque embolique, les facteurs de risque majeurs, valvulopathie mitrale, antécédent d'accident ischémique et prothèse cardiaque, et les facteurs de risque modérés, ceux du score Schatz de 2 vraiment à bien connaître. Les items abordés, le premier, l'item 236, fibrillation auriculaire, et le thème 309, indication et interprétation de l'électrocardiogramme.